En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Nous avons atteint le Grand Sud malgache, le Cap Sainte-Marie, la pointe la plus australe de l'île, le bout du monde. Dorénavant, nous allons remonter vers le nord. Nous avons quitté la côte pour nous enfoncer dans le pays en Tandjoui, direction la fabuleuse réserve de Berend. La charrette déclenche énormément de sympathie et de joie. Et le fait que l'on vienne de si loin, pour eux, c'est hallucinant. Et là, on accueille comme de président de la République. C'est ça, hein? Voilà. Mais en arrivant dans ce sanctuaire pour Lémuriens, une nouvelle de Paris a déchiré nos cœurs. Le père de Sonia venait de mourir, Madatrek marquait une pause. Mais nous voici de retour sur l'île Rouge. Un écrin de verdure transformé en réserve pour Lémuriens au bord du fleuve Mandrar. Une exploitation de sisal pour subvenir aux besoins de la forêt primaire. Bienvenue à Berend, ce paradis terrestre où nous avions laissé nos zébus et notre charrette il y a 2 mois. Dans ce cadre préservé de la déforestation et des brûlis, vit la plus grande population de propithèques de verrous au monde. « 500 individus qui ont développé l'incroyable faculté de se déplacer en pas chassés. Symbole de l'île, 1000 maquis vivent ici, soit 1/3 de la population mondiale. Cet habitat de 1000 hectares est attaqué depuis peu par une liane grimpante venue du Sri Lanka, le Cissus quadrangularis, qui étouffe littéralement les arbres. Une équipe de 12 personnes travaille tous les matins à l'arrachage et à l'élimination de cette peste invasive qu'il faut brûler à tout prix, car le moindre petit bout cassé va reprendre à la saison des pluies. Et la moitié de la forêt est contaminée. Et grâce à une plateforme de financement participatif, on a pu cofinancer une partie de ce travail de titan qui était engagé depuis plusieurs années, presque une décade, par la famille de Holm qui tient cette propriété. En fait, les branches sont cassées par le poids des cissus et ça finit par tuer les arbres. Là, on ne respire plus, donc plus de feuilles, plus de nourriture, étouffé. Les propithèques n'ont pratiquement pas de prédateurs ici, à part quelques chiens errants. Leur nombre augmente et donc il est important de reconstituer le plus rapidement possible leur territoire, leur environnement pour apporter davantage de nourriture. Le seul endroit où en fait il y en a de plus en plus où ils croissent, parce que nous on a vu le contraire. Et donc vous avez combien de personnes qui surveillent la forêt? 70 gardiens. En permanence. En permanence. L'enjeu de ce nettoyage est de reconquérir de l'espace vital pour que les chifaks, en surnombre dans les groupes existants, puissent venir y recréer avec leurs femelles d'autres groupes et ainsi protéger le patrimoine génétique de l'espèce. Et bien voilà, maintenant, l'avant-dernière étape, c'est le chargement de la récolte du jour. Le tracteur et la remorque sont là. Voilà, cette forêt a été reconquise et va pouvoir redevenir un terrain de jeu pour Sifaka. Et bien voilà, des lémuriens. Extraordinaire. C'est incroyable. Ça y est, ils sont en train de reconquérir instantanément cette partie de forêt qu'ils avaient désertée. C'est fou. C'est extraordinaire parce que la nature est simple et compliquée à la fois. Voilà, il suffit de lui laisser le moyen de vivre. Et elle ne demande que ça, hein, vivre. Dernière étape, brûler, avant qu'on réussisse à valoriser cette ressource-là aussi. Pour assumer les frais de la réserve, Philippe de Holm gère une exploitation de sisal, une plante mexicaine qui pousse sans irrigation, et dont la fibre naturelle très résistante sert à la fabrication de cordages, de tissus
et de tapis. Ils ont été plantés il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et donc la maturité d'un Commence de à cisalle, 4 ans. C'est à partir de 4 ans, on peut commencer. Et combien de temps on peut les exploiter alors? Après, théoriquement, c'est 5 à 6 ans. Pendant 5 à 6 ans, on va pouvoir couper tous les ans. Oui. À partir de la première coupe, on va pouvoir couper tous les ans, une fois par an. Le pied-mère, au bout de 10 ans, va mourir. Elle va mourir d'elle-même. Voilà, il va hamper. Au bout de la hampe, on va récupérer les bulbilles qui vont nous servir pour les autres plantations. D'accord. Et on passe des caterpillars qui vont venir hacher complètement les feuilles. On va renouveler. Ça prend à peu près 1 an. L'avantage du sisal, c'est que ça ne s'arrête jamais. Enfin, nous, à l'heure actuelle, on récolte 11 mois par an. Le 12e mois, c'est les mois de congé. D'accord. Il n'y a pas comme la moisson où il faut qu'on se dépêche, c'est qu'au mois d'août et puis c'est pas autrement. D'accord. Là, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Donc les camions vont arriver ici et on va verser par terre les différents tas de sisal. Pour faire les deux côtés. Les gens vont reprendre les tas comme on le voit là. Ils vont les déposer sur un tapis. Sur le tapis, les paquets vont être ouverts pour que les feuilles puissent être étalées et mises le plus régulièrement possible sur le tapis avant de passer dans la machine, où là, elles vont être défibrées. L'opération dure 10 secondes. Et de l'autre côté, ressort donc la fibre à la sortie de la machine et dans le caniveau, la pulpe, la fibre qui a été un peu maltraitée, beaucoup d'eau, qui vont ensuite être évacuées de l'usine. La fibre, en sortant de la machine, donc la matière qui va être vraiment utilisée, est chargée sur des petits chariots qui vont être amenés dans les séchoirs que l'on va là-bas. Dans les séchoirs, la fibre va passer 48 heures en moyenne avant d'être passée au conditionnement pour subir le tri, la brosse, le traitement est assez simple. C'est très très simple. La seule chose, c'est qu'il faut trier chaque fibre et c'est un travail qui demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps, de patience. Il faut savoir le faire, tout simplement. Voilà. Et les gens le font bien. Attention, il y a le train qui arrive. Attention, mesdames et messieurs. 3 à 4% du poids de la feuille, c'est de la fibre. Le reste, c'est du déchet végétal avec un bon potentiel de méthanisation. L'objectif, c'est d'arriver à transformer ça en méthane pour pouvoir remplacer le gasoil dans la centrale électrique et produire toute l'énergie de l'usine à partir de cette matière végétale. Une fois la fibre séchée, elle est triée, puis brossée, puis retriée avant de passer dans la presse hydraulique pour la fabrication des balles. Ça compresse, ça compresse. Sinistrée depuis 2 décades, la filière sisal connaît un regain d'intérêt avec la forte demande en produits naturels. Le marché mondial est porteur et c'est une bonne nouvelle pour Berend et toute la région. Et quelle va être l'utilisation de ce sisal? On en met un peu dans certains papiers. Dans certains papiers techniques, par exemple le papier monnaie qui a besoin d'avoir des qualités mécaniques supérieures pour se déchirer moins facilement qu'une feuille de papier. Les tapis, mais aussi les cordes, les cordages, l'utilisation principale qui reste encore aujourd'hui l'utilisation principale du sisal. Ah, c'est les cordages. Ça reste encore ça. Il est temps de reprendre la route. Enfin presque. Ben voilà, on était fin prêt pour partir. Et puis, il y a Assad qui nous a fait une petite crise d'angoisse. Il s'est couché par terre, il ne veut plus avancer. Ça fait 2 mois qu'il se repose et il ne s'est pas reconstitué apparemment. Par chance, nous trouvons un vétérinaire dans le village voisin. Il est très gentil. C'est un ombi très très gentil. Top. Il a de fièvre. 38, 9. 37, 5, normal. Ah oui, donc il a de la fièvre. Oui. Il a envie de manger de l'herbe, là, vous voyez. C'est bon signe, ça? C'est bon. On ne peut pas dire vraiment une sorte de maladie, mais c'est la fatigue. Un antibiotique, un anti-inflammatoire et des vitamines. Un remède de cheval pour un zébu bien fatigué. Courageux ou trop faible? Courageux. Courageux. C'est fini? C'est fini. Pas très grave. Pas grave. Il va pouvoir s'en remettre? Oui.
j'espère. Amanara Kenjai. Tu nous fais le plaisir de rester vivant, hein, de te remettre, et on vient te chercher. Allez, on est prêt pour un redépart. On repart le cœur un peu lourd parce qu'on laisse Assad Assad derrière. Et là, aujourd'hui, il faut avancer. Nous quittons Bérent sans notre zébub à bord, mais avec Zoro, son remplaçant aux longues cornes. Avec nos fidèles bouviers, Eric et Revel, nous reprenons la route vers la côte sans notre fille Philae, qui est restée en France pour son entrée en 6e. Un fleuve de plus, Revel. Un fleuve de plus. Mandra. Mandaré. La Mandrare est notre 9e fleuve depuis le départ. Ouais, il fait chaud quand même. Ça, c'est la nouvelle donne en 2 mois. La chaleur a considérablement augmenté. À la croisée des pistes, il vaut mieux demander son chemin. Tubi. Et tout Tubi et tout Atsovel. Zai, mandé Atsovel. Dans le village d'Andjanoburi, c'est une foule en liesse qui nous accueille. Tous ces jeunes n'ont jamais vu de Vasa, d'étrangers blancs. Le nombre d'enfants est incroyable. Madagascar est face à une véritable bombe démographique. La population a augmenté de plus de 3 millions de personnes en 5 ans et rien ne semble infléchir cette tendance. Depuis la crise politique de 2009, la pauvreté rurale s'est aggravée et la malnutrition infantile reste un problème critique. Ben voilà, on est à Andranoburi et on a un petit comité d'accueil. Voilà, ici on dit Puninabe, une grande foule qui nous accueille. Très bienveillante et très gentille, mais très nombreuse. Salamatsar! On espère un véritable avenir à tous ces jeunes. Heureusement, monsieur le maire a de l'autorité sur ses administrés. C'est le premier jour. À la nuit tombée, nous expliquons notre voyage et notre projet. On dit Assad Assad. Tanalabe. Tanalabe. Puninabe. Zazakel. Je me déplace, madame. Ah, Je me déplace. C'est la première fois qu'on est reçu comme ça. qu'on nous accueille. C'est la première fois qu'on a C'est une accueilli. accueil un peu chaleureux. Hein. Voilà. Un peu chaleureuse, pas chaleureuse. Mais il y a beaucoup de gens qui vous accueillent hier. Oui, là, hier. Non. Oui, allez. On prend le beignet Laquelle et le menakel avec du tantel. avec du tantel. Et ce sont autant d'enfants qui, le lendemain, nous accompagnent à la sortie du village. Nous marchons à travers des lagunes asséchées. La chaleur est écrasante. Alors là, on est tombé vraiment sur l'arbre idéal qui nous a offert ses branches, qui nous a tendu les branches pour nous offrir son ombrage. En Afrique et à Madagascar, faire de l'ombre, c'est pas une insulte, au contraire, c'est protéger. Et ici, ça prend tout son sens. Et là, vue sur mer, entre les orteils. Nous regagnons enfin la mer. Pour atteindre Fort-Dauphin, la piste côtière est plus longue et beaucoup plus acrobatique que la route nationale. Mais la facilité ne fait pas partie de notre répertoire. Pour les montées difficiles, nous louons des bras supplémentaires.
La récompense de ces efforts, c'est le débouché sur des paysages sauvages, sur lesquels souffle le vent de l'aventure. Après une journée de travail, un peu de réconfort. C'est un jacuzzi. C'est rare qu'on ait une journée complète de boulot et jacuzzi après. Et nous ne sommes pas les seuls à être contents. Parce qu'en fait, toi, t'es content d'avoir retrouvé ta mère, hein? Ouais, Ah, parce ça qu'il te me manquait. manque, ça fait 2 mois et demi qu'on n'a Pas vu la mer. pas vu la mer. Donc là, je suis content parce qu'aujourd'hui, on touche la mer. Parce que moi, j'habite dans un village au bord de la mer, voilà quoi. Un campement de rêve, bercé par le bruit des vagues de l'océan Indien. Il est 5h30 et les Malgaches sont déjà sur les pistes. Ici, il faut se lever très tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Fort-Dauphin se mérite. La piste a disparu, nous improvisons un itinéraire et louons des ébus supplétifs. Sans lesquels, on n'aurait jamais pu passer par les plages. C'est notre dernier jour avant Fort-Dauphin et la soirée va nous réserver la première pluie de la saison. Après l'effort, le réconfort, qui se traduit par Des nouilles au cornet de bif. au cornet de bif avec de l'huile d'olive, de la purée d'ail Non, je laisse pas battre. et un peu de tabasco. Ça bouge un peu là-dehors. De ce côté-là, c'est gonflé. Ah, il y a des rigoles, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui rentre. Alors que la tempête s'est levée et c'est l'heure de la dictée. C'était toujours l'imparfait chez nous. C'était le matin. C'était le verbe être à l'imparfait. Non. Le matin. C'était, c'est il était. Troisième personne du singulier. Et lui dis pas. On va revoir les auxiliaires. Hein. Je sens qu'il y a un petit peu de mou du genou. Là. Le matin. Attends, on se maille un peu là. Le matin, virgule. Moi, je m'apprête à m'accrocher à la tente. Parce que le problème de la latérite, c'est quand elle se gorge d'eau, elle ne tient plus du tout les sardines. Et moi, je commence à être un peu malade, ça me descend dans les bronches là. Comme tabouret, Il ne sera pas dit qu'on aura une soirée tranquille. Il y a une montagne fraîchement labourée de latérite rouge qui, gorgée d'eau, pourrait bien déferler sur nous, quoi. Non. Oui. Oh là là. Incroyable. J'espère que c'est le moment le plus... C'est le moment le plus fort parce que je pense pas que la tente puisse résister à plus fort encore. Au bout d'une semaine, nous arrivons dans une des plus belles baies du monde et entrons dans Fort-Dauphin, une ville où règne une vraie douceur de vivre. Une oasis de verdure aux portes du désert. Alors que nous rentrons dans Fort-Dauphin. Elles sont jolies les maisons là.
C'est mignon comme tout. C'est complètement différent, même l'architecture est différente. C'est comme une forme de bien-être ici à Fort-Dauphin. C'est plus vert, c'est plus chaleureux, c'est plus joyeux. Salama! Bon, ben, je crois qu'on a mérité un vrai bon petit repos là. La charrette est au parking et les élus vont aller pâturer dans les prés salés du bord de mer pour se refaire des forces. Alors à Fort-Dauphin, on nous a indiqué une adresse incontournable pour aller déjeuner, c'est chez Marceline sur la plage. Youhou! Alors ça c'est la fête. Que c'est beau, regarde la mer déchaînée, notre chien au loin qu'on peut observer et pas trop près. Marceline est la reine du steak frites. Et croyez-nous, c'est le meilleur du monde. Ah, moi mes frites elles sont mortelles. Et toi? Tu as choisi quoi? Moi j'ai choisi des petites crevettes délicieuses. Crevettes au gingembre? Elles sont pas au gingembre, finalement elles sont à l'ail, mais c'est très bon à l'ail. Ah, des frites comme ça, j'en ai rarement eu aussi bonnes. Elles sont juste topissimes. Et puis on a de la salade. Ça c'est un truc rare, la salade. On mange pas de salade d'habitude. Des croques sous la dent. Ça donne presque envie de pleurer tellement c'est bon. Je connais un Zébu qui rigole pas. Hein. Il lui rigolait, mais il rigole plus. Mais il rigole plus là. C'est terrible d'être carnivore. Hein. Il nous manque notre petite fille. Rien de tel qu'une petite balade sur la plage pour digérer. Ulysse découvre l'île Ménite, ce sable noir qui fait la prospérité de la ville. C'est ça l'île Ménite? C'est du sable noir. C'est ça qui est un trésor qui est exploité ici. On sent enfin qu'il y a un grand gisement d'île Ménite, ce sable noir, qui sert apparemment à faire de la peinture blanche. Ne me demandez pas comment, mais c'est vrai. Fort-Dauphin a su renaître de l'oubli et de l'isolement grâce à de fabuleux investissements. La mise en exploitation de l'île Ménite par Rio Tinto donne un formidable élan économique à la région. La ville bénéficie ainsi d'une fourniture en électricité continue grâce à la compagnie minière, ce qui fait de Fort-Dauphin une des villes les plus sûres de Madagascar. Mais la région recèle un autre trésor, la pervenche de Madagascar, une plante médicinale que les paysans font pousser en période de soudure pour la revendre au laboratoire pharmaceutique. On a remarqué sur le bord des routes énormément de pervenches, la pervenche de Madagascar. Elle a des vertus miraculeuses puisqu'on en tire des principes actifs qui soignent le cancer. Et on a rencontré Ridge ici, qui est de la SEAR, la Société d'exploitation agricole de Ranopish, qui, à Ambovombe, organise avec sa société, en début de saison des pluies, la récolte des feuilles et des fleurs de cette pervenche. Un champ qui est semé, tu m'as dit, à la volée. Hein. Oui, oui. Et on peut récolter à partir de combien de temps? À partir de 2 semaines à 3 semaines, on peut récolter seulement les parties apicales. Et la pervenche, c'est une plante endémique de Madagascar? Oui. Celle-là? La feuille, c'est pas un poison. On peut la consommer comme ça aussi, en bread ou en... Oui. Comme des bread. Comme des colas. Comme de la cola, mâcher, d'accord. Oh, je peux essayer? Oui, c'est amer. C'est un peu amer? Ah oui, c'est amer. Les feuilles sont utilisées pour coupe-fin. D'accord. Surtout pour les piroguiers. Oui. Oui. Quand ils partent loin, ils marchent les feuilles de pervenche pour se couper la faim. Pour couper la faim. Tromper l'estomac. Oui. D'accord. Vous achetez la fleur déjà pré-séchée ou séchée? Séchée. Et quel est leur intérêt à eux de faire ça? C'est un complément de revenu. C'est ça. Pour acheter ses besoins de première nécessité, comme l'huile, le sucre, le pétrole. D'accord. Et alors elle, c'est une cultivatrice? Oui.
inona tombotra azonao aminazy? Mahita vola ty zananaka. De l'argent pour les enfants. Oui, oui. Inona no mahatonga an'izay? Mora ve ny fiasa sa? Ça fait mal au doigt quand même? Oui, ça fait. Miasa azy maty. Et elle est contente de faire ça? Mahafaly anao ve ny miasa amin'ny tsongatra? Mahafaly ka tao. Tegna misy alala. Niavy tonga tsay, niavy tonga tsay, niavy iny anakeo. Oui. Maromaro izao? La pervenche de Madagascar est un trésor biochimique. Son nom botanique signifie fleur qui purifie. Ah, au fait quoi. Donc là c'est bon, il n'y a vraiment que de la feuille. Ça c'est les jaunes noirs. On a pu, dès les années 60, en extraire 2 chimiothérapies, la vincristine et la vinblastine, des alcaloïdes puissants qui bloquent la multiplication des cellules cancéreuses et les détruisent. On assure comme ça le délai le plus court possible, surtout entre la récolte au champ et le pressage. Et effectivement, c'est ça qui va nous garantir une meilleure teneur. On voit que le bouche à oreille a fonctionné et que ça s'est su que la collecte et le triage avaient commencé. Et donc en 2 heures, toutes ces petites dames ont afflué pour venir travailler et trier la marchandise. C'est le tri manuel qui se fait. Les fruits, les impuretés, les branches, les tiges. Puis après, on va passer au triage mécanique pour enlever les poussières. C'est combien de familles qui sont intéressées dans la région? Par la permanence, je dirais entre 3500 et 4000 familles qui s'intéressent par ça. C'est pas rien. Hein? Non. Dernière visite à Bérinth. Babor, notre zébu chéri, est à nouveau sur pied. Alors aujourd'hui c'est opération récupération de Monsieur Babor, hein, qui va être transporté en voiture jusqu'à Fort-Dauphin. Alors on n'est pas vilain, hein, on lui a fait une belle litière de sisal là. Il va être confortablement installé dans le pick-up. No, pwede hanan ko men. Tangan ni nga arikan mga ruy ra. Arikan mga ruy tangan ni patapat yo. Say. Pendant ce temps-là, Dofas, un artiste local, réalise le 4e tableau de notre charrette. Du bleu et du vert pour la fameuse chaîne de montagnes qui domine la ville, avec son pic Saint-Louis qui culmine à 529 mètres. Nous quittons la ville plein nord, un peu intimidés. Devant nous, la côte est file rectiligne sur plus de 1500 km. Mais nous sommes fauchés dans notre élan. Alors voilà ce que c'est une pluie de mousson tropicale. Mais bon, tant qu'il y a des litchis, tout reste supportable. Il y en a partout. On n'a même pas besoin de grimper aux arbres pour aller les chercher, ils sont toutes tombées là. Uranabe Mandé, hein. Normal parce que là aussi la saison de la pluie commençait. Ouais. Et bien ce soir, on a un bel accueil à Antatalaki. Après 34 km de marche,
c'est un record, je crois. Enfin, depuis longtemps en tout cas. On va jouir d'un repos bien mérité dans ce village très accueillant. C'est bien rare qu'on puisse camper comme ça sur la place des villages. En fait, c'est une première et que ça se passe bien. Et ça, c'est de très bon augure pour la suite du parcours. Alors ce matin, ce qui est incroyable, c'est que quand on s'est réveillé et quand on est parti avec la charrette, on est sorti du village, on s'est extrait, il y avait déjà une petite foule de collégiens. Et on s'est arrêté 2 secondes derrière un arbre pour rattraper un truc. Et la foule a continué à la suite de la charrette. Comme quoi, c'est pas nous du tout qui intéressons les gens, c'est vraiment la charrette. La charrette bazar. Notre carte indiquait une forêt, mais en sortie de village, tout est ratiboisé. Et il va déforester. Et oui, mais c'est aussi bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, mais c'est comme il n'y a pas de politique gouvernementale de replantation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont besoin de couper cette magnifique forêt rarissime, la dernière du monde, la plus belle. Bon, ils en ont besoin parce qu'il faut qu'ils plantent leur manioc, parce qu'il faut qu'ils mangent. Donc on est entre la critique et on est ulcéré toute la journée, et en même temps, on constate qu'il faut qu'ils vivent, quoi. Il faut qu'ils survivent. En effet, la forêt a bien disparu à perte de vue. Sans doute, au fil des années, pour fournir du charbon de bois à Fort-Dauphin. Plein de carnivores en forme de tube. Et tout à ça, l'heure, c'est un népenthès. Ça s'appelle le népenthès. Mais tout à l'heure, moi, j'ai mis mon doigt dedans et elle a fermé la bouche. C'est vrai? Ta-ta-ta. L'opercule s'est refermé? Mais ça me fait quand même un peu peur. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? J'ai un trop petit doigt. Il y a plein de Ah trucs ouais, morts. t'as raison, il y a des bêtes mortes. Hein. Extraordinaire. Alors tu vois, elle transforme les sucs organiques en sucs végétaux pour se nourrir. C'est étonnant. Hein. Et ça part là-dedans, c'est digéré et ça va dans la plante pour nourrir la plante. Je ne te laisserai pas manger par une plante carnivore. Mignon petit scarabée. Oui. Oh, oh. À 53 km de Fort-Dauphin, nous accédons à la baie de Sainte-Luce, baptisée ainsi en 1642 par les premiers Français ayant accosté sur l'île. Nous longeons les palétuviers de la mangrove pour atteindre la presqu'île de Rockland, une propriété privée de la famille de Hulme, le dernier isolat de forêt côtière encore intact de toute la région. Parti à l'assaut de cette presqu'île de la baie de Sainte-Luce. C'est une colline qui domine toute la baie, d'où on jouit d'une vue imprenable sur la baie. Et la tradition veut que les pirates s'y étaient réfugiés et y ont caché leur trésor. Voilà, ça fait rêver. Oh, quelle merveille. De pouvoir marcher dans une forêt intacte et préservée, c'est si rare dans ce pays. Alors ça, c'est extraordinaire. Je ne savais même pas qu'il y avait des hiboux à Madagascar. Donc là, c'est un poussin de hibou. Que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Vu la taille, c'est sans doute un moyen duc. La branche qui bouge, mais lui, il reste fixe. Imperturbable. Petit hibou malgache. Ça, c'est une pelote de réjection du hibou, donc ça veut dire qu'ils habitent vraiment dans ce coin-là. Donc, elles viennent d'où? Bah, là. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut d'après toi? Bah, un nid. Là, c'est le nid. La maman est là? Waouh!
Après ces hiboux, nous verrons des lémuriens bambous, des uroplates, de rarissimes ibis de brousse, entendrons des pintades royales cactées et des pigeons verts recoulés. C'est comme si toute la faune des environs s'était réfugiée ici. T'imagines, Ulysse, regarde, ça c'est le cadre, et tu remontes dans le temps, tu remontes 3 siècles dans le temps, et là dans la baie il y avait des camions, il y avait des bateaux de pirates. Voilà, on aurait dû emporter un détecteur de métaux, et une petite pelle pour partir à la chasse au trésor. Mais nous, on sait où il est, le trésor. Oui, nous on sait où il est le trésor. Le trésor, il est là tout autour. Une faune et une flore uniques au monde. Dans cet océan de brûlis, cette dernière péninsule arborée est devenue une arche de Noé. Nous regagnons la piste principale et tombons sur notre premier bac. Merveille de la toponymie, il s'appelle Ebakika. Nous montons les ébus un par un. Et la charrette à la main. L'écartement des rampes est tout juste celui de notre empattement. En 10 minutes, le tour est joué. Nous en aurons 9 autres à passer sur les prochains 150 km. C'est pourquoi cette RN12 a été rebaptisée Bac plus 10. Un vrai diplôme pour nos ébus. Les bacs, nous les enchaînons tantôt sous la pluie, avec un comité d'accueil sur l'autre rive, tantôt sous le soleil. Mais à chaque traversée, nous faisons une bénédiction aux ancêtres. Inganareo fa tainareo soa zay mba tsy hagnahy fa efa tsy nivavarano nandehananay zao mba taio soa zay amin'ny lalam-banay zao. Surtout koa reto famille Poussin reto. Tsisy arary, ho salama tsara. Le bac n'est pas motorisé. Et comme à l'époque, il faut mouliner pour avancer. Et de temps à autre, il faut même mettre la main à la patte. Ou le pied, ça dépend. Ça balade pas trop? Non. Quand t'es comme ça balade pas du tout. T'arrives à lire un peu quand même? Non. Au fil des jours, nous poursuivons dans des paysages ouverts à l'infini, dignes des steppes mongoles. Difficile de croire qu'ici, il y a 10 ans, il y avait la grande forêt de Manantenina, une forêt primaire de 100 km de long qui s'étendait jusqu'aux montagnes. Voilà la preuve que s'étendait ici sur des centaines et des centaines de kilomètres une jungle humide, tropicale humide côtière, avec une canopée à 25-30 mètres de haut. C'était l'Amazonie à perte de vue. Partout dans le pays, les forêts sont brûlées ou coupées. Derrière ça, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de village, il n'y a pas de villageois, il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de champs. Je ne sais pas si quelqu'un avait fait un enclos en disant « c'est chez moi, je brûle, je vais mettre des ébus ». Bon, ça serait discutable, mais pas contestable. Là, ce qui est incontestable, c'est le gâchis, quoi. Seules quelques souches de bois de fer témoignent de ce récent passé. Un bois si dur qu'il a résisté au feu et à la hache. Et quand un arbre centenaire a survécu à l'hécatombe, je m'empresse de l'enlacer en méditant sur l'avenir de ces espaces. Peut-être que le ranching va tirer profit de cette destruction massive. Malheureusement, pas l'agriculture, car les sols sont déjà lessivés. Seule repousse une herbe maigre. Et le ravenal, l'arbre du voyageur, qui est le marqueur des brûlis. Le fait qu'il soit l'emblème de l'île est un triste présage de la disparition des forêts. Alors j'ai été voir s'il n'y avait pas de crocodile. J'ai inspecté toute la mare, il n'y a pas de crocodile. De toute façon, on le saura quand on vous entendra crier, quoi. Là, c'est Eric qui nage façon petit chien. Alors je croyais que tu savais pas nager, Eric. Super.
Maintenant, on va voir s'il tonga ici. Direct en bas. Milo mano, watchan vat. Pour la première fois, nous sommes obligés de faire demi-tour sur un pont, nos zébus refusant de sauter les trous dans les planches. Bon, mais il va falloir se mettre à l'eau, hein. Allez, Fa, dans l'eau, hein. Allez, on va voir si Minty sait bien nager. Il faut se mettre à l'eau, pas le choix, et traverser à la nage, dans une rivière cette fois-ci réellement infestée de crocodiles. Et bien sûr, il faut tirer la charrette à la main. Very good. Arabaina. C'est pour ça que dans les villages vieux, il faut toujours savoir nager. Nager, hein. Ouais. Parce qu'ils savent pas Parce que là, nager. il y en avait deux qui ne pouvaient pas nager, là. Eh ben, ils s'en souviendront de la charrette de Madad Trek qui est passée par là. Elle est résistante cette charrette, hein. Après 1930 km, elle n'a toujours pas cassé. Bon, il semblerait qu'on ne soit pas au bout de nos peines et que toutes les difficultés étaient concentrées aujourd'hui là. Quand l'obstacle est trop gros, la charrette est intégralement déchargée et les bagages transportés à la main. Les 20 litres là, on les sent. Hein. Et ceci, plusieurs fois par jour. Bon, on a vidé la charrette, on y va avec les 4 zébus, on va voir comment on s'en sort. Parce qu'ici, il n'y a pas de pousseurs, il n'y a personne, il n'y a pas de population pour nous venir en aide. Donc il faut se débrouiller tout seul. À Sandravinan, nous franchissons le cap des 2000 km. Peut-être la moitié du parcours, mais qui peut savoir? On dirait que le ciel va nous tomber sur la tête là. Chla, la douche, waouh! Ça y est, l'orage est sur nous là. Et plutôt que d'affronter la tempête, on s'est dit qu'on allait la laisser passer. En tout cas, je suis mieux que dehors. Il est au sec. Ah, je vais Eric. Et les gars sont en dessous, hein. Non, ils sont pas là, les gars. Il n'y a que le chien, il n'y a que Mario en dessous. Bon, ben, les capes de pluie, c'est symbolique, hein. On est trempé dedans, mais au moins on est au chaud. Ouah, le premier mur est passé, là. Mais c'est du lourd, hein. C'est du violent. Alors, on dit qu'il ne faut jamais marcher sous la pluie avec un parapluie ouvert. Ben là, pour protéger la caméra, il n'y a rien de mieux. La pluie s'est arrêtée, mais les dégâts qu'elle a causés en quelques heures vont mettre notre équipe à rude épreuve. La piste, si on peut encore l'appeler comme ça, c'est gorgé d'eau. Il y a de la boue, et encore de la boue. Ça veut dire qu'elle pouvait jamais se renverser. Eh ben si elle peut, tu vois, tout est possible ici. Nous déchargeons la charrette, encore et encore, mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Il y a que ce modèle de camion qui passe en fait, hein. Ouais.
C'est incroyable, avec que ce modèle là qui arrive à passer. C'est un super petit. Alors, Mura Mura. Rai, Mura. Rabaina. Et ben là encore sur la solidarité des habitants et des gens locaux, et ben on n'y serait jamais arrivé. Merci Madagascar. Foutak Foutak, ça veut dire beaucoup debout. Ouais, on croit que c'est fini, mais c'est jamais fini en fait. Et c'est jamais gagné. Attention. Elle est retenue là, elle partait, hein. Elle partait comme la dernière fois là. C'est un poste stratégique important derrière aussi. Hein. Ah ouais, là je l'ai vu là. Nous arrivons à Wanganjan, sur les rotules, après 10 jours de ce régime infernal. Mais nous sommes diplômés Bac+10. Les zébus n'en peuvent plus et la charrette a de sérieux soucis. Nous trouvons refuge auprès des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et nous nous mettons au travail. Voilà, démontage. Oh là 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 là. Et ben voilà, elles sont bien cassées. Hein. Fracture. Oh là là, cassé. Et comme par hasard à l'endroit bien sûr qui Bah était où il y à- avait la vis évidemment. Ouais. C'est l'endroit plus faible. Allez. Et ben voilà, c'est ça Madagascar. Juste au coin de la rue, on a trouvé un soudeur, Dadabé, qui va à peine arriver, paf, il commence à disquer la lame. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. C'est ça le miracle de Madagascar. On arrive et 10 minutes plus tard, c'est fait. Je me faisais un monde de cette histoire et en 1 heure, c'est réglé. Merci, monsieur Gélin. La charrette est réparée. Les zébus, par contre, sont dans un sale état. Ciment. Pas possible. On a besoin plus de 4 à 5 jours au moins. Une semaine. Une semaine. Ça durcit. On va voir les pieds des autres, hein. Dans quel état ils sont. C'est mou. C'est tout mou ça. Est-ce que c'est dû à la saison des pluies ou c'est parce qu'ils sont beaucoup trop travaillés? Et beaucoup trop travaillé pendant la saison des pluies. Pas de pitié poétique. Oh. Ça fait mal quand la tique elle te pique? Donc on en a déjà 3 hors service. Et c'est pas sur bâbord qu'on va pouvoir compter. Qu'est-ce que ça donne ces pieds lui? Ah là c'est malin du tout. Oh là là. Et là c'est carrément éclaté là. Oui, ici aussi. Ici aussi, monsieur. Oh là là c'est éclaté partout. Verdict, arrêt de travail pour nos 4 zébus. Il a des desquamations à cause d'un champignon qui est favorisé par la pluie, l'humidité permanente. Et l'antiparasitaire que Jackie lui a administré devrait supprimer ce champignon. Alors d'ici là, on a un zébu tagué. On va l'appeler le zébu violet maintenant. Mais nous sommes assommés par un bien plus grand malheur. Un coup de fil de Paris nous apprend encore une fois une très mauvaise nouvelle.
Alors voilà, on vient d'apprendre que la maman d'Alexandre a un cancer au cerveau. Donc on est complètement bouleversés et on va aller retourner à Tana pour essayer d'aller passer Noël avec elle parce que c'est sans doute le dernier Noël. Après mon père, c'est la mère d'Alex. Donc on rentre fêter Noël ensemble. On reviendra bien sûr terminer ce voyage, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Merci de tout cœur, ma sœur, pour nous avoir si gentiment accueillis. Au revoir, mon chien. T'as l'habitude qu'on te quitte maintenant, mais on revient toujours. Passe un bon Noël avec ta famille. Et tu l'as bien mérité parce que tu étais bien fatigué. Et monsieur Eric, là? Allez, Eric, sois sage, toi. Et gentil avec Angéline. Avec Géline. Tes petits-enfants. Salut! Ciao! C'est une page de Madame Trek de plus qu'on tourne.